il est généralement reconnu que beaucoup de décisions majeures en entreprise se prennent en situation de crise, c'est-à-dire de rupture imprévue, de sortie des limites de fonctionnement connues. Et dans ces conditions, le décideur risque souvent de se trouver en situation de tension pour de nombreuses raisons. Souvent, il a eu un sentiment d'urgence, il a l'impression de manquer des compétences nécessaires, ou encore il ressent un fort enjeu personnel. Et à ce moment-là, il peut prendre de mauvaises décisions, les résultats peuvent être catastrophiques. Alors nous avons établi la typologie des pièges suivantes. Le premier piège, c'est ce que nous appelons d'abord Narcisse et les autres. Le 9 juillet 2006, par exemple, pendant la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Italie, le capitaine de l'équipe de France décide de donner un coup de tête à la poitrine d'un joueur de l'équipe adverse et l'arbitre expulse le capitaine de l'équipe de France à la 107e minute de la rencontre. Le joueur adverse a déclenché un cycle « j'insulte, tu frappes, je suis victime, tu es expulsé ». Il joue sur le narcissisme de son adversaire. Deuxième piège, ce que nous appelons ensuite chaos debout. Exemple, le 7 juin 2007, le président de la République française assiste au G8 en Allemagne et à son arrivée à la conférence de presse, le président donne l'impression d'être ivre. En fait, le président n'était pas ivre, il ne boit pas, mais il est KO debout après un dialogue avec son puissant homologue russe qui l'aurait menacé aussi violemment que froidement. Et enfin, troisième piège, ce que nous appelons la débâcle systémique. Le 1er juin 2009, par exemple, le vol 447 d'Air France entre Rio et Paris s'abîme en mer et entraîne la mort de 228 personnes à bord. L'équipage de 3 pilotes expérimentés est resté calme pendant les 4 minutes et demie entre l'incident initial et la catastrophe finale. Pourtant, toutes leurs décisions ont été erronées malgré les systèmes d'assistance automatisés. Alors, la crise survient lorsqu'un comportement ou des effets dépassent les limites acceptables dépendant de la situation. Il peut y avoir 3 causes qui sont des erreurs humaines, soit des erreurs de conception, soit des erreurs opératoires, soit des erreurs de représentation. Que faut-il faire? Une des grandes exigences est de savoir s'entourer d'une équipe qui va permettre de collectionner le maximum d'informations et avoir une confiance totale en elle. Mais va arriver le moment où il faut décider seul et assumer la décision. L'autre préconisation, c'est de profiter au maximum de l'expérience, mais en même temps d'identifier la spécificité de cette crise-là. Le décideur doit réunir 5 ou 6 qualités qui sont essentielles. La première d'entre elles, c'est de savoir prendre du recul, de dissocier le moi et la structure à laquelle on appartient. Ensuite, il faut savoir écouter son ressenti. Également, se concentrer froidement sur des données qui sont absolument essentielles. J'ajoute qu'il faut savoir faire preuve d'une grande stabilité émotionnelle, savoir expliquer, surtout face à la génération Y qui arrive derrière nous, savoir faire preuve d'ouverture, d'esprit d'analyse, de résilience. Et puis la dernière qualité qui est capitale, c'est que le décideur doit être un homme authentique. Il n'est pas toujours simple de se préparer à des situations extrêmes, tout particulièrement dans le monde de l'entreprise, du fait que ce n'est pas leur cœur de métier, mais c'est tout à fait faisable en partant sur des entraînements très réalistes, basés sur la fatigue, des entraînements de groupe, afin que les participants prennent connaissance de leur rôle et sachent aussi travailler avec les mêmes éléments de langage et les mêmes codes. Là où il ne faut pas se tromper, c'est sur la situation propre à la hiérarchie qui peut tronquer les prises de décision dans ce genre d'exercice. Ce type d'entraînement amène tout à fait à une préparation pour le chaos debout. Il s'agit d'acquérir un état d'être, non de faire, qui en situation de crise permet de garder son calme, prendre du recul et même de considérer cela comme une opportunité d'évolution, de remise en question. Adopter une hygiène de vie basée sur des techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque, recourir à des méthodes qui ont tendance à se développer actuellement, comme la méditation, la sophrologie, la pleine conscience y contribuent.
Un autre volet d'importance est la qualité d'écoute basée sur des valeurs d'empathie, d'humilité et de non-jugement. Trois conseils. Le premier, éventuellement d'envisager de suivre une thérapie profonde. Le second, de suivre un entraînement à des jeux contre des professionnels qui chercheraient à pousser contre ses limites. Et le troisième, de s'appuyer sur des qualités d'humanité, d'authenticité. L'objectif étant désormais de créer une société où chacun trouve sa place. Pour essayer de conclure, on pourrait formuler 4 recommandations à l'intention des décideurs. D'abord, prendre du recul, déléguer pour éviter de se trouver noyé dans les détails, mais regarder, écouter son ressenti. Finalement, observer ses émotions sans leur obéir. Deuxièmement, écouter son équipe, profiter des expériences des autres, mais décider seul, prendre ses responsabilités. Ensuite, utiliser son expérience, parce qu'on ne peut pas inventer tout dans une telle situation, mais savoir reconnaître une situation nouvelle et éviter de tomber dans le piège de la fausse analogie. Et puis enfin, plus subtilement, s'appuyer sur les bonnes valeurs. Surtout, il faut éviter de perdre de vue les conséquences à long terme uniquement pour se concentrer sur les résultats immédiats. Et puis, au-delà de ces recommandations, on pourrait faire une observation, c'est que le monde est de plus en plus volatile, les crises subies par les entreprises de plus en plus fortes, fréquentes, et donc les entreprises auraient intérêt à s'inspirer des leçons des stratèges qui ont tiré les conséquences de ce qu'étaient les crises graves et profondes, c'est-à-dire les guerres du siècle passé.